Comment voyez-vous le développement du centre-ville ? Vous savez, le centre-ville aujourd'hui, je pense que le constat il est unanime, c'est un centre-ville qui est abandonné, c'est un centre-ville où les commerces ferment. Un commerce sur 3 aujourd'hui est fermé à Fort-de-France. Et là, au moment où je vous parle, nous sommes au centre-ville de Fort-de-France et j'ai parlé à quelques commerçants et ils sont vraiment désespérés. Ils sont désespérés parce que l'attractivité du centre-ville aujourd'hui, elle est vraiment au niveau zéro. Les commerces ne fonctionnent pas. La propreté, la sécurité. Donc, tout le monde voit que le constat pour le centre-ville n'est pas bon et qu'il faut absolument y remédier. Pour y remédier, nous proposons un véritable plan Marshall. Parce qu'un centre-ville, c'est ce qui porte une ville. Fort-de-France, c'est la capitale de la Martinique. C'est véritablement la vitrine de notre pays. Et il faut que ce centre-ville reflète une vitalité, reflète une résilience économique, parce que c'est elle qui porte la Martinique. Et c'est ce centre-ville qui porte aussi nos quartiers. Donc nous allons redonner vie à ce centre-ville parce qu'il le mérite. C'est un très beau centre-ville. C'est vrai qu'aujourd'hui, son état est malheureusement vraiment déficitaire et qu'il n'est pas beau à voir. Mais c'est un centre-ville qui a un potentiel extraordinaire. Les bâtiments, ce sont des bâtiments patrimoniaux. Les balcons, si vous vous promenez au centre-ville, il y a un potentiel économique, il y a un potentiel touristique. Donc, il faut un plan d'envergure qui puisse aujourd'hui lui permettre de retrouver sa splendeur et son attractivité. Nous l'avons appelé le Grand Sillon. Le Grand Sillon, qu'est-ce que c'est ? C'est un projet structurant pour le centre-ville qui partira du parc Aimé-Césaire, le parc Aimé-Césaire qui aujourd'hui aussi, qui est un joyau de notre centre-ville, qui aujourd'hui est pratiquement à l'abandon. Y faire, dans ce parc Aimé-Césaire, qui a un très beau jardin, y faire un musée de l'histoire martiniquaise, un musée de l'esclavage, un musée qui racontera l'histoire des Amérindiens, qui racontera notre histoire. Et puis, les jardins, évidemment, les réaménager. Et puis, continuer, parce que c'est un véritable parcours touristique, mais aussi un parcours commercial que nous proposons, tout au long du boulevard Allègre, réaménager ce boulevard, le boulevard Allègre. Je sais qu'il y a déjà une tranche qui est le boulevard Modoc avec la fontaine Guédon. C'est très bien, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aller plus loin. Aménager le boulevard Allègre, une rue pour les commerçants, une rue pour les artisans, en faire véritablement la rue des artisans. Et puis, c'est pas fini parce qu'il faut bien comprendre que le centre-ville, c'est très important. Nous irons aussi jusque sur le Malécon. Alors, je vous parlerai plus tard de ce grand marché parce que ça s'inscrit dans un écosystème. Notre programme, c'est un écosystème. Ça veut dire que nous n'avons pas imaginé des projets dissociés les uns des autres. Chaque projet s'imbrique l'un dans l'autre. Et donc, il y aura ce grand marché, mais il y a aussi ce qu'on appelle le Foyaldoc. À Fort-de-France, il n'y a pas de salle de conférence. Il n'y a pas de salle de coworking. Si vous voulez faire une réunion avec des amis, vous ne trouverez pas ça à Fort-de-France. Donc, il faut mettre un tiers-lieu culturel, le Foyaldoc, qui sera du côté du carénage, par exemple, où on retrouvera tout ça. Un Fab Lab, c'est-à-dire un lieu où on parlera vraiment des recherches sur la Martinique, où toute l'ingénierie de l'innovation pourra se retrouver là. Un tiers-lieu aussi où l'on retrouvera donc du coworking, de la restauration, mais surtout donc ce tiers-lieu de l'innovation culturelle. Aujourd'hui, nous sommes passés dans un autre monde, nous sommes à l'heure des nouvelles technologies. Nous sommes à l'heure de l'intelligence artificielle et il ne faut pas que l'on rate ce train-là. Il faut absolument qu'aujourd'hui, à Fort-de-France, il y ait ce lieu de recherche, d'innovation qui va travailler avec des chercheurs, avec des experts, avec des scientifiques sur les problématiques de la Martinique. Donc vous voyez que c'est vraiment pour nous l'attractivité du centre-ville, un nouveau modèle économique pour le centre-ville. Et puis bien sûr, l'hygiène, la sécurité, ça, ce sont des incontournables, on le sait. Il faut remettre de l'hygiène dans cette ville. Il y a des rats, on le sait. Il faut remettre de l'éclairage public et il faut remettre de la culture. Qu'avez-vous envie d'apporter dans les différents quartiers de Fort-de-France ?
Alors là encore, on ne va pas s'attarder sur les constats, on le sait, les quartiers aussi sont abandonnés. Et je vais vous dire quelque chose, on parlera peut-être du bilan plus tard de l'équipe en place. J'ai lu attentivement le bilan qu'ils ont sorti et je suis assez effarée, je dois dire. Je ne comprends pas comment on peut se vanter aujourd'hui d'avoir fait passer 19 quartiers en plus en quartier prioritaire. Un quartier prioritaire, qu'est-ce que c'est? Si votre quartier est passé en quartier prioritaire, ça veut dire qu'il y a un déficit d'attractivité, ça veut dire que le quartier a un taux de chômage très élevé, ça veut dire qu'il y a des problèmes de précarité dans votre quartier. L'État, il fait ça pour ça. Les zones qui sont passées en quartier prioritaire bénéficient de fonds supplémentaires pour pouvoir mettre en place des dispositifs pour aider les familles, pour aider à redonner une cohésion sociale au quartier. C'est bien sûr, mais l'idée, c'est quand même pas de faire passer tous les quartiers en quartier prioritaire, c'est de les enlever justement, parce que vous aurez réussi à redresser ces quartiers, à leur redonner vie, à remettre de la cohésion sociale. Donc je pense que en fait c'est un non-sens total de se vanter d'avoir fait passer des quartiers en quartier prioritaire. C'est le contraire. Nous allons enlever les quartiers en zone prioritaire parce que ce sont des quartiers qui vont se relever. Ce sont des quartiers où le taux de chômage va diminuer, où la cohésion sociale sera beaucoup plus avancée. C'est ça notre objectif. S'occuper des quartiers, s'occuper des personnes âgées, remettre des MJC pour les jeunes. Les maisons des jeunes et de la culture, il faut absolument remettre ces MJC pour qu'ils aient un endroit où ils puissent avoir accès à la culture, avoir accès au sport, non seulement les jeunes, mais aussi les personnes âgées. La question, c'est quelle politique voulez-vous apporter auprès des jeunes et des seniors ? Alors, les jeunes et les seniors, il faut savoir que Fort-de-France, aujourd'hui, c'est une ville senior. Parce que c'est une ville où la majorité des habitants ont plus de 60 ans. Donc, il faut s'occuper d'eux. Il faut absolument s'occuper d'eux aujourd'hui en priorité parce que nos aînés méritent le respect. Et nos aînés souffrent beaucoup. Plus de 30% de nos aînés vivent sous le seuil de pauvreté. Ça veut dire avec moins de 500 € par mois. Et ça, c'est inacceptable. Ils souffrent beaucoup de déserts médicaux, ils souffrent beaucoup d'isolement. Et donc, il faut aujourd'hui leur permettre d'avoir des lieux où ils puissent s'inscrire dans la société. Et ce que nous avons prévu, ce que nous mettons en place, c'est un campus autonome parce que vous savez, la plupart des familles, les difficultés qu'elles rencontrent, c'est que faire de leurs aînés, d'accord ? Elles ont beaucoup de mal à s'occuper de leurs aînés. Moi, je le sais, j'ai une petite dame qui travaille, qui est seule près de chez elle, et sa fille qui doit s'occuper de ses enfants, qui elle-même est toute seule, a beaucoup de mal avec sa mère parce que ça lui prend du temps, sa mère est âgée. Et donc, il faut leur donner des lieux où ils peuvent se reposer, des lieux où ils peuvent souffler un moment. Vous savez, quand vous avez une personne âgée qui sort de l'hôpital, elle a besoin de soins. Certes, il y a des infirmières qui passent, mais la famille porte cette lourde charge. Et donc, il faut faire des espaces, donc un campus autonome, solidaire, où on peut déposer ses parents, on peut déposer sa mère, son père, son frère, dont on a la charge, un moment, une journée, à des prix évidemment au moindre coût, où on peut se reposer, où ils vont trouver des infirmières, des psychologues, des kinésithérapeutes. Alors, ce sont des lieux temporaires, pas des lieux de long séjour, des lieux temporaires pour souffler un moment, pour que les familles puissent souffler et pour que nos aînés puissent là trouver un endroit où l'on s'occupe de leurs problématiques. Et puis, pour les jeunes, alors les jeunes, c'est notre priorité des priorités parce que les jeunes, c'est l'avenir du pays. Et si on ne s'occupe pas d'eux aujourd'hui, je crois qu'un pays qui ne s'occupe pas de ces jeunes, c'est un pays qui n'a pas d'avenir. Ce serait trop long de vous expliquer ce que nous voulons mettre en place, mais vraiment, là aussi, un plan Marshall sous les jeunes. Il y a plusieurs, on dit les jeunes. Il y a plusieurs sortes de jeunes. Il y a des jeunes, beaucoup partent, 3000 jeunes aujourd'hui s'en vont de notre pays. Et souvent, ce sont des têtes pensantes, ce sont des jeunes qui ont fait des études qui s'en vont. Donc, on a une véritable hémorragie démographique. Nos cerveaux s'en vont. Comment on les fait rester ici ? Qu'est-ce qu'ils demandent, ces jeunes-là ?
Ils demandent des emplois. Et on me dit, ce n'est pas de la compétence de la municipalité. Eh bien oui, c'est de la compétence de la municipalité. C'est même un devoir de la municipalité de générer, d'accompagner l'emploi pour nos jeunes. D'accord ? Et ce qu'il faut aussi, c'est que tous ces jeunes qui peut-être vont partir à la dérive demain, il faut couper le mal à la racine, vous voyez. C'est pas quand c'est déjà fait. C'est ces petits-enfants de primaire, ces petits-enfants de CP, ces petits-enfants de collège, leur permettre d'accéder à du parascolaire, leur permettre d'accéder à du soutien scolaire, leur permettre d'accéder à la culture, au sport, c'est-à-dire leur donner des activités pour les occuper sainement, plutôt qu'ils soient dans la rue, plutôt qu'ils soient avec des générations qui, elles, sont déjà dans une certaine forme de dérive. Et donc, il faut en priorité s'occuper de notre jeunesse avec un grand plan parascolaire, avec des gens qui vont aujourd'hui s'occuper d'eux. Les retraités, par exemple, qui sont chez eux, eh bien, ils pourront venir donner des cours de soutien scolaire. Les artisans transmettre leur savoir-faire. Il faut créer une relation intergénérationnelle aujourd'hui. Il faut remettre les MJC en place. On a enlevé le service militaire, tout le monde le sait, ça a été une catastrophe. Donc c'est trouver un autre moyen de mettre en place un dispositif qui serve pour que ces jeunes aujourd'hui ne se retrouvent pas ainsi dans la rue ou bien n'aillent pas vers des lendemains très difficiles pour eux mais aussi pour leurs parents. La culture avec vous, ce serait comment ? La culture, là encore, vous savez, c'est une priorité. Parce que qu'est-ce que Césaire a fait ? Césaire avait mis la culture au centre de sa politique. Le CERMAC, c'était vraiment un outil de développement, un outil de mémoire, un outil d'avancement culturel pour ce pays-là. Et la culture, un pays encore qui n'a pas de culture, c'est un pays qui va vers le néant. Donc il faut aujourd'hui que la culture soit au centre de tous les programmes. Il faut que la culture aujourd'hui soit dans les quartiers, il faut qu'elle soit dans le centre-ville. Alors il faut remettre aujourd'hui la culture dans les quartiers avec, comme je vous le disais, dans les MJC, permettre aux jeunes d'accéder à des activités, que ce soit du ballet, que ce soit de la danse fitness, que ce soit du théâtre. Dans les quartiers, il n'y a pas de théâtre, il n'y a pas de cinéma pour les jeunes, il n'y a pas d'initiation à l'intelligence artificielle, il n'y a pas toutes ces choses-là. Et c'est ça dont les jeunes ont besoin aujourd'hui. Et la culture doit être répandue, la culture doit être... Alors nous avons donc ce centre de Aimé Césaire, donc le parc Aimé Césaire, ça va être un haut lieu de la culture. Vous avez l'ancien palais de justice aussi. Il faut que la culture inonde cette ville. Parce que c'est ça qui amène les populations vers la résilience. C'est ça, c'est ce qui gouverne en fait une politique. Lorsque vous donnez accès aux gens à la culture, eh bien, c'est une population qui s'est élevée, c'est une population qui est dans une vraie forme de résilience et c'est une population qui peut aller de l'avant. Quels sont les autres secteurs que vous aimeriez mettre l'accent ? Alors, je ne sais pas si vous avez lu notre programme, mais nous, ce que nous proposons, ce n'est pas un simple programme avec des simples projets et puis dire il faut faire ci, il faut mettre... Tout le monde sait qu'il faut de la sécurité dans la ville. Il faut mettre plus de propreté. Il faut aujourd'hui s'occuper des quartiers. Il faut, bien sûr. Et c'est pourquoi nous avons longuement réfléchi. Avec des experts, avec le retour de la population, nous sommes beaucoup concertés avec la population, avec des experts, et nous sommes arrivés à la conclusion que ce modèle économique qu'il y a à la ville de Fort-de-France ne fonctionne pas. La ville de Fort-de-France aujourd'hui gère le déficit et gère la précarité. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est faire sortir les gens de la précarité. Trop de gens souffrent, trop de gens n'arrivent pas à joindre les deux bouts. La vie chère aujourd'hui, c'est une plaie, c'est véritablement un fléau pour les populations foyalaises. Beaucoup de gens n'arrivent même pas à se nourrir correctement parfois dans les quartiers. Donc nous mettons en place une centrale d'achat solidaire. Ça se fait déjà dans beaucoup de villes. Beaucoup de villes ont expérimenté avec succès la centrale d'achat solidaire. Qu'est-ce que c'est qu'une centrale d'achat solidaire ? C'est très simple, hein ?
Au lieu d'aller dans les supermarchés, la mairie a la possibilité d'acheter elle-même les fournitures, d'acheter elle-même des produits de première nécessité et de négocier ces produits de première nécessité, de négocier des prix pour les produits alimentaires, les produits d'hygiène, etc. et de les revendre elle-même. Ce qui se fait évidemment sans marge, puisque c'est une municipalité. D'accord ? Et donc, cette centrale d'achat solidaire, elle va revendre ses produits à la population à moindre coût. Et ce qui a déjà été expérimenté, c'est entre moins 30 et moins 70%, des bouteilles d'huile, du riz, etc. Et donc, on va la revendre, on va la redistribuer sous forme d'épicerie solidaire dans les MJC avec des pop-up, c'est-à-dire une fois par semaine, les gens pourront venir et avoir accès à une nourriture de qualité, de très haute qualité, mais à moindre coût. Et à côté de ça, nous voulons aussi développer une ceinture verte des hauteurs. Parce qu'aujourd'hui, si vous avez lu le dernier rapport de l'autorité de la concurrence, nous sommes dépendants à 95%. Écoutez bien ce chiffre, 95% des importations. Ça veut dire que demain, quand les conteneurs de la CMA, CGM n'arrivent pas ici, nous n'avons plus rien à manger. Nous serons dans des très grosses difficultés. Donc il faut commencer, il faut optimiser, il faut aller beaucoup plus loin dans notre souveraineté alimentaire. Reprendre les terres en friche et permettre aux agriculteurs, à nos agriculteurs, de produire localement pour le revendre, et évidemment en circuit court à la population. C'est une nécessité et la municipalité a le moyen de faire ça avec des financements qui existent. Tous ces financements, ils sont là et ils sont mobilisables lorsqu'il y a une volonté politique. Comment jugez-vous le bilan du maire et de son équipe ? Alors c'est toujours la même chose. J'ai l'habitude de dire que dégommer le PPM ou bien critiquer le PPM, ce n'est pas un programme politique. On le sait aujourd'hui, pour nous, c'est un système qui est arrivé à bout. Il est à bout de souffle, il est fatigué et il est enfermé dans une forme d'habitude dont ils ont eux-mêmes du mal à sortir. Et c'est un système et c'est un modèle économique qui ne profite pas aux Foyalais. Aujourd'hui, la ville de Fort-de-France gère la pauvreté, gère les déficits. Elle gère la ville en fait comme si c'était une association. Elle gère la ville en aidant par-ci, en aidant par-là, mais il n'y a rien dans leur programme et rien dans leur façon de gérer cette ville, dans leur gestion, qui puisse aujourd'hui amener à une économie résiliente et faire avancer cette ville. Aujourd'hui, il faut complètement changer ce modèle sur lequel ils sont basés. Il faut aller vers un modèle économique qui puisse permettre à la ville de générer des recettes. Et ça, il y a des dispositifs pour ça. La centrale d'achat solidaire va permettre de faire des économies puisque les gens vont retrouver du pouvoir d'achat. Le circuit court également parce que nous allons aider les agriculteurs à s'en sortir et à structurer des filières. Redynamiser le centre-ville avec un plan Marshall, là aussi les commerçants vont venir, ils vont payer plus de taxes, les clients seront là et donc ça va profiter à la ville. Et puis aussi aider les très petites entreprises. Il faut aujourd'hui mettre un fonds destiné aux très petites entreprises qui souffrent énormément et leur permettre de développer leurs affaires, de développer leur business pour que demain, ils puissent là aussi permettre l'attractivité de la ville. Et tout ça, ça va faire que ça va générer des recettes. Sans compter que nous avons ce programme de transition énergétique où là aussi, il existe beaucoup de fonds, la transition énergétique sur le solaire. Donc faire ce que nous appelons le Foyal solaire résilience, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la mairie a mis quelques panneaux solaires sur des bâtiments publics et elle revend à EDF qui lui revend encore plus cher. C'est un non-sens total. Là encore, ce dispositif a déjà été expérimenté dans de nombreuses villes où les factures énergétiques ont explosé. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est se mettre en AAC, ça veut dire en autoconsommation collective. Produire soi-même sa propre électricité et la revendre à des coûts moins chers. La revendre à moins 20%, moins 30% à la population et surtout aux entreprises, aux très petites entreprises dont les factures d'électricité aujourd'hui explosent. Et puis, on peut réserver une part de ce bilan énergétique à une population un peu plus précaire. C'est-à-dire que les économies que l'on va faire pour la ville, ce sont des économies qui sont extraordinaires.
Là aussi, il y a une vraie niche fiscale, mais une vraie niche de recettes pour la ville, de se mettre en autoconsommation sur la transition énergétique, sur le solaire. Et ça, beaucoup de villes l'ont expérimenté, beaucoup de villes ont fait des économies. Donc nous pouvons le faire aussi parce que nous avons l'ingénierie qu'il faut. Nous avons des ingénieurs, nous avons des techniciens et ça va permettre aussi de créer des emplois. Tous ces dispositifs, tous ces projets que nous allons mettre en place vont non seulement permettre à la ville de faire des économies, de générer des recettes, mais aussi de créer de l'emploi. Et donc, il faut transformer ce modèle pour que chaque euro investi aujourd'hui puisse rapporter au Foyalais. Votre conclusion? Ma conclusion, c'est que aujourd'hui, nous allons vers des moments difficiles. Je ne fais pas de catastrophisme, mais lorsque l'on regarde, la France aujourd'hui connaît une situation budgétaire de restriction budgétaire inédite. Donc, si nous ne nous prenons pas en main, si nous ne pouvons pas aujourd'hui mettre en place des projets qui nous profitent et qui nous permettent une résilience économique, je crois que nos lendemains seront encore plus difficiles. Donc il faut transformer ce modèle que nous avons. Il faut véritablement passer à un modèle qui réduise nos dépendances alimentaires, qui réduise aussi nos dépendances énergétiques. C'est une priorité absolue. Il faut qu'aujourd'hui, nous puissions décider par nous-mêmes, il faut que nous puissions créer par nous-mêmes et il faut que nous puissions aujourd'hui nous occuper de nous-mêmes et voir comment nous allons mettre en place des politiques pour que demain, nous soyons dans une résilience économique, pour que nous soyons dans une résilience sociale. Et ce que nous proposons, c'est ça, c'est d'aller vers l'avenir avec confiance. Pourquoi ? Parce qu'on nous a appris à ne pas avoir confiance en nous. On nous a appris que nous sommes impuissants, que nous ne pouvons rien faire, que notre seul avenir, c'est de rester dans ce système économique mortifère qui nous appauvrit de plus en plus. Mais ce n'est pas vrai. C'est faux. Nous avons la possibilité de mettre en place un nouveau modèle économique qui va nous permettre d'aller vers une économie beaucoup plus solidaire, vers une économie beaucoup moins dépendante, parce qu'aujourd'hui, si on ne fait pas ça, eh bien, nous allons vers encore plus de précarité. Donc, ce que nous proposons avec cette centrale d'achat, avec le plan Marshall pour la ville, avec Foyaldoc, avec aussi la transition énergétique, avec le Foyal solaire résilience, c'est vraiment de mettre en place des dispositifs qui vont nous permettre demain d'être autosuffisants alimentairement, autosuffisants énergétiquement, et pour que demain nos enfants, parce que nos enfants aujourd'hui, eh bien, ils ont besoin de nous. Ils ont besoin que l'on se batte, ils ont besoin de résistance. Parce que qui ça nous a quitté Bayou? Pati, ici, il y a essayé de débrouiller Koyo? Non, il faut que l'on se batte pour cette jeunesse. Et puis, il faut qu'on dise à tous que nous pas laisser bien encore. Nous pas qu'à mâcher tête baissée encore. Nous savons, nous pas plus saute qui personne. Et que nous qui mettons en place les moyens pour que demain, nous puissions ni en économie, qui qu'à profiter à chaque Foyalais et chaque Foyalaise.